Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à tous! Je vous le dis toujours, mais l'épisode d'aujourd'hui est pour moi très spécial, puisque j'ai l'honneur d'interviewer Élodie Crépel. Élodie est autrice, conférencière, formatrice et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des personnes atypiques. Lors de ma formation avec l'Observatoire de la sensibilité, j'ai eu la chance d'être formée par Élodie sur l'accompagnement de la haute sensibilité dans la famille et le couple. Un de mes sujets préférés, comme vous le savez maintenant. C'est donc sur ce thème que j'ai interviewé Élodie, qui a d'ailleurs sorti son livre « Je t'aime un peu, beaucoup, hypersensiblement » aux éditions Solar en début d'année. Pour ma part, j'ai bu ses paroles tout au long de l'épisode parce qu'elle nous transmet plein de pépites qui, je l'espère, feront écho en vous. N'hésitez pas à le partager ou l'écouter avec votre ou vos partenaires pour créer des relations qui vous ressemblent. Je remercie chaleureusement Élodie de cette précieuse transmission et je vous souhaite un moment des plus instructifs en sa compagnie. Coucou Élodie, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. Je t'avoue que je suis même un peu impressionnée pour être complètement transparente. Donc merci de cette opportunité. Est-ce que tu peux te présenter ? Merci beaucoup Sophie. C'est moi qui suis super flattée toujours d'être comme ça interviewée pour des podcasts et c'est hyper flatteur. Donc merci à toi de me donner la parole dans ton podcast. Alors du coup moi c'est Élodie Crépel comme tu l'as dit. Je suis psychanalyste. Au départ, médiatrice familiale. Je suis thérapeute spécialisée dans les atypies et notamment la douance, donc le fait d'être surdoué au potentiel intellectuel et l'hypersensibilité. Je suis répertoriée dans le répertoire du docteur Hélène Aron et j'ai été co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité auprès de Savaio Tomasella. Je fais également des formations pour les professionnels qui souhaitent se former aux atypies. Je fais des conférences à l'international sur ces sujets pour certaines entreprises et j'écris des livres sur ces sujets. J'ai aussi une rubrique dans Psychologie positive, le magazine. Bref, je suis passionnée par ce sujet professionnellement, mais aussi personnellement, puisque je suis moi-même concernée et j'ai 4 enfants atypiques. Donc c'est un sujet que je vis aussi, tu vois, personnellement. Une vie bien remplie. Oui. Comme on les aime. Du coup, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet, à savoir ton dernier livre sur les relations amoureuses des hypersensibles et des personnes atypiques. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à écrire ce livre ? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est que professionnellement, comme je t'ai dit, je suis médiatrice familiale et j'ai rencontré beaucoup de couples qui avaient souvent les mêmes problématiques. Et puis, toi-même, tu sais, lorsqu'on est accompagnant, on attire souvent des personnes qui on va dire, nous correspondent ou en tout cas ont des particularités parce qu'ils se reconnaissent dans ce qu'on peut leur apporter également. Et je me rendais compte que j'avais beaucoup de couples atypiques, mais qui ne comprenaient pas vraiment en fait comment leur atypie impactait aussi leur relation, et notamment la relation conjugale. C'est une relation quand même où il y a beaucoup d'intimité. Je parle pas là forcément des relations sexuelles, mais parce que on est amené à vivre et à passer beaucoup de temps avec l'autre. Et tout ce temps-là, forcément, on dit souvent, on réserve, tu sais, le meilleur comme le pire pour les gens avec qui on vit. Quand on comprend pas ces atypies et qu'on comprend pas comment elles impactent la vie de couple, ça peut faire des dégâts. Et ça peut faire des dégâts pour l'autre, mais aussi pour soi, parce qu'on peut perdre confiance en soi, parce qu'on peut avoir la sensation que la vie de couple c'est pas fait pour nous finalement. En fait, c'est juste que on ne comprend pas comment ça fonctionne. Et ça, j'ai eu à cœur de me dire, mais toute cette connaissance que j'ai,
tant pratique que personnel aussi, parce qu'en fait, moi-même, je vis avec un homme atypique et je suis atypique. Et donc, il y a cette intensité aussi dans ma vie. J'avais envie de le transmettre. Je faisais donc des médiations, je faisais également quelques conférences sur le sujet. Mais je trouve que, tu vois, un livre, c'est peut-être un outil plus facile déjà à passer auprès des personnes, des particuliers, mais aussi des professionnels. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels, tu vois, qui ont acheté ce livre et qui m'ont dit ça a pu m'éclairer pour accompagner à mon tour des couples atypiques. Donc voilà. Pour l'anecdote, c'est un livre que j'avais écrit il y a très longtemps, mais qui n'avait pas trouvé d'éditeur parce que c'était pas encore un sujet, je pense, très demandé. Et écoute, à un moment donné, ça a été le bon moment, donc il a été publié. Trop bien, c'est fou, moi ça me semble un sujet tellement important. Oui, mais là, c'est vraiment un sujet. Donc, le livre dont tu parles, c'est Je t'aime un peu beaucoup hypersensiblement aux éditions Solar. Et c'est vraiment sur la sensibilité. Et on en parle beaucoup depuis quelques années, mais avant, c'était pas aussi connu, en tout cas en France. Là, maintenant, il y a un gros boom effet de mode sur le sujet, où on entend un peu de tout et n'importe quoi d'ailleurs. Mais le problème, c'est que l'industrie du livre, comme n'importe quelle industrie, c'est pas leur faute, mais ça répond à la demande d'un marché. Donc il faut vendre, et pour pouvoir vendre, il faut que ça puisse avoir des clients intéressés. Et à l'époque où je l'avais déjà préécrit, c'était pas encore justement connu. Tu étais précurseur. Disons que j'aime cette thématique et je me passionne depuis très très longtemps. Et justement, selon toi, c'est quoi les difficultés que peuvent rencontrer les couples atypiques? Je crois que la première chose, c'est justement la méconnaissance de soi et de ses propres besoins. Et ce qui fait que ces personnes-là, elles vont avoir tendance à se conformer à ce qu'elles connaissent. Et ce qu'elles connaissent, c'est un exemple en fait de quelque chose qui est neurotypique. Donc pour rappel, les neuroatypies, donc c'est vraiment un fonctionnement cognitif émotionnel différent où on met là-dedans donc la haute sensibilité, autrement appelée hypersensibilité ou ultrasensibilité, la douance, mais il peut y avoir aussi les TDAH, le spectre de l'autisme au sens très très large et les troubles 10. Du coup, on se rend compte que ces personnes ont un cerveau qui est parfois structurellement différent ou en tout cas qui a un fonctionnement différent. Ça veut dire qu'ils ressentent, vivent dans ce monde de manière différente et donc ils interagissent dans le monde de manière différente. Mais ils ne représentent finalement, même tout atypique confondu, qu'une minorité. Et nous vivons donc dans un monde qui, d'une certaine manière, en fait, est fait pour et par des personnes neurotypiques. Donc, si on ne sait pas qu'on est neuroatypique, qu'on ne se comprend pas, qu'on ne connaît pas nos besoins et nos attentes dans une relation, parce que quoi qu'il en soit, il y a toujours des attentes qui sont conscientes et inconscientes, on va prendre modèle sur ce qui se voit autour de nous. Et le modèle dominant, c'est un modèle neurotypique qui ne leur convient absolument pas et qui ne sera pas du tout épanouissante. Là, j'ai envie de te demander comment on fait du coup. C'est une connaissance de soi. C'est vrai que ça va partir en revenant vers soi et peut-être en voyant aussi cette différence entre le faux self et le vrai self. Donc le faux self, c'est vraiment le masque social que l'on va porter. C'est le fait de s'adapter, voire de se suradapter finalement dans le milieu dans lequel on vit. Et c'est hyper intéressant, c'est une compétence. Souvent les personnes, elles me disent « je ne peux pas faire sans, je n'arrive pas à l'enlever ». Je pense que ça, c'est pas la même chose. C'est important de ne pas faire sans. Il y a des moments, par exemple, tout bêtement, si je parle avec toi ou si je parle à quelqu'un que je connais pas ou si j'ai un rendez-vous à la banque ou avec une amie, ça sera pas les mêmes codes sociaux, on fera pas la même chose, on va pas se comporter la même chose, on peut ne pas s'habiller de la même manière même ou s'exprimer de la même manière. Donc ça veut dire qu'on sait s'adapter et c'est une vraie compétence que tout le monde n'a pas d'ailleurs. Quand on va plutôt dans le spectre de l'autisme, il y a certaines personnes ayant effectivement ce spectre-là ne savent pas forcément s'adapter. Mais à contrario, d'autres, parce qu'elles ont senti leur différence sans mettre des mots dessus depuis très jeune, vont tomber dans la suradaptation et vont avoir tendance justement à faire ce que l'on attend d'elles, plus particulièrement les femmes atypiques. Il y a vraiment cette prévalence de se dire je comprends exactement en fait où devrait être ma place, ce que l'on attend de moi et j'essaye finalement de rentrer là-dedans. Et en faisant ça, eh bien, en fait, on va s'octroyer des besoins d'autrui qui ne sont pas vraiment les nôtres. On va donc pas choisir déjà un ou une partenaire de vie qui va réellement nous correspondre. Il faut donc déconstruire tout ça. Et ce qui est incroyable avec, tu vois, les personnes atypiques, c'est que oui, bien sûr que ça peut passer par une thérapie, mais pas toujours. Parfois, le fait même qu'elles prennent conscience de ça, eh bien, c'est comme s'il y avait une grosse armure qui se fissurait. Alors, ça peut être très inquiétant.
de prime abord, parce que certaines vont me dire, enfin, je vais foutre ma vie en l'air, je vais tout quitter du jour au lendemain, mais pas du tout. La plupart du temps, en fait, elles reviennent un peu sur leurs pas, elles reviennent un peu sur leur système de valeurs, sur vraiment leurs besoins primaires. Elles testent, donc il y a une phase effectivement, et je dis pas, hein, c'est vraiment une phase de déséquilibre qui est très désagréable, mais qui au final va faire beaucoup plus de bien. Il y a une question qui me vient en tête quand tu as dit que quand on ne se connaît pas, on ne choisit pas forcément une personne qui va nous correspondre. Des clients m'ont déjà demandé ça, comment on sait que la personne nous correspond vraiment à notre vrai self et pas justement à notre faux self ou à la partie de nous qui se suradapte. Ouais, c'est une bonne question. Alors, c'est intéressant parce que, tu vois, quand on parle d'évolution personnelle, là encore, si on parle d'évolution personnelle dans les neuroatypies, c'est pas du tout le même fonctionnement que les personnes neurotypiques. C'est pour ça, par exemple, que les tests de personnalité, même le MBTI, n'est pas vraiment valide pour les neuroatypiques, car ils évoluent vraiment très très vite. Justement, quand ils sortent du fait d'être conformés à une norme donnée, eh bien, ils se donnent toute la possibilité, toute la liberté d'évolution. Et c'est là où, dans un couple, ça peut être compliqué. Parce que la personne qui vous correspond aujourd'hui, peut-être ne vous correspondra pas dans 10 ans. Un couple, ça change, ça évolue de toute façon. Encore plus si on décide de fonder, par exemple, une famille. Il va y avoir une réadaptation sans cesse, en fait, des rôles, des missions, des attentes dans la vie de couple. Un couple, il n'est jamais figé parce que l'être humain n'est pas figé. Et chez les personnes atypiques, si on laisse vraiment cette liberté d'action et d'évolution, eh bien, forcément, le couple va avoir des impacts. Donc, il faut choisir peut-être la personne selon ce critère-là. Se dire, ok, aujourd'hui ça me correspond, comment finalement on arrive à se correspondre avec le temps, et là où il y a finalement la meilleure correspondance possible, c'est pas à savoir si l'autre personne est atypique ou non, c'est une question qu'on me pose souvent, dont je parle beaucoup dans le livre parce que ça revient sans arrêt, mais c'est surtout en fait le système de valeurs. On se rend compte que si on a des valeurs communes, et qu'on a l'envie de construire quelque chose, on se donnera les moyens de s'investir dans cette relation pour que ça fonctionne. Parce qu'il faut bien se dire qu'il y a une temporalité aussi. L'un peut évoluer, l'autre moins, ou sur des sujets différents. Et des fois, on a la sensation qu'il y a comme un fossé entre les deux personnes, et genre, on se comprend plus. Et là, il peut intervenir certaines angoisses. Il me comprend plus, on se comprend plus, comment on va faire pour plus tard? Et la typique, surtout hautement sensible, aura cette rumination, tu vois, mentale de partir vraiment très très loin et de se projeter dans quelque chose de négatif possiblement, parce que ce sont ses craintes, ce sont ses peurs qui parlent. Alors que quand on revient au présent, c'est se dire, on se comprend plus, donc on va essayer de se comprendre si on a envie de se comprendre. Et si les deux partenaires ont cette valeur commune de vouloir faire couple, en fait, de vouloir fonder une famille, enfin, quand je dis famille, c'est pas forcément avoir des enfants, mais en tout cas de générer, en fait, cette connexion et non pas cette fusion. Ça aussi, j'en parle beaucoup parce que beaucoup confondent les deux. La fusion, on est dans la dépendance affective et ça n'a rien à voir. Souvent, on croit que les personnes, par exemple, hautement sensibles, sont dépendantes affectives. Ce n'est pas le cas. La dépendance affective dépend d'un problème de confiance, voire d'estime de soi. Et non, ce n'est pas forcément parce qu'on est hautement sensible. Mais on peut. Mais du coup, ce besoin de connexion, il va être nourri par la volonté d'y arriver. Et c'est comment on maintient la volonté finalement de s'investir dans un couple quand la vie, parfois, eh bien, nous épuise. Un exemple qui revient souvent, c'est les premières années d'un enfant qui sont très fatigantes parce que les 3 premières années, souvent, un enfant, eh bien, demande beaucoup de sollicitations, demande beaucoup de présence. Donc, les partenaires ont moins de temps pour eux, déjà. Ils ont moins de temps à consacrer également à l'autre, donc moins de temps de complicité. Et puis, ils ont plus de fatigue, plus de responsabilités, plus de charge mentale. Donc, quand la vie nous malmène comme ça, et puis tu rajoutes, là, tu vois, par exemple, on est dans une récession économique, donc ça peut être compliqué. Il peut y avoir des problématiques financières, il peut y avoir des problématiques de santé, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent impacter aussi la vie du couple comme ça. Donc, c'est comment, en fait, on continue d'investir de l'énergie dans sa vie de couple quand finalement, on en manque. Et la problématique, c'est que souvent, on va reprocher à l'autre de ne pas mettre assez, alors que soi-même, on n'arrive pas à mettre cette part-là. Et du coup, c'est quelles sont mes attentes dans la vie de couple? Qu'est-ce que j'ai envie d'investir? Qu'est-ce que je ne peux plus investir? La question, c'est vraiment comment on fait pour continuer à évoluer ensemble finalement. C'est la volonté de vouloir faire un ensemble. Si on a toujours cette volonté, rares sont les couples
qui ne trouveront pas de solution. Et justement, vu que tu as amené le sujet de la dépendance affective, je veux bien qu'on le développe un peu plus si tu veux bien. Parce que c'est vrai que souvent, les personnes hautement sensibles ou autres atypiques ont souvent des débuts de relations très, très passionnels, voire fusionnels. Et quand ils les ont pas, pour eux, c'est pas forcément de l'amour. Alors qu'en fait, ce que je me rends compte en entendant parler plusieurs personnes hautement sensibles, c'est qu'en fait, s'ils attendent et qu'ils laissent le temps à la relation de se développer, après, ça peut être une belle relation. Sauf qu'au départ, pour eux, c'est pas de l'amour. Tu peux m'expliquer ce phénomène? Là, c'est pareil, comment on idéalise une relation, quelle qu'elle soit? C'est un vrai sujet finalement. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu baigné aussi dans notre génération au sens large sur ce qu'on a vu quand on a été enfant, les dessins animés, les films, les séries qui nous ont baignés dans finalement de ce qu'est l'amour ou de ce que devait être le coup de foudre. Comment on idéalise tout ça en fait? Et tu vois, c'est ce que je disais, c'est ce rapport à la norme, et je mets ça entre guillemets, c'est-à-dire que cette norme, elle va biaiser vraiment les relations des personnes atypiques. Si elle a la sensation que justement on donne toutes nos chances s'il y a le gros coup de foudre, alors je vais y revenir, mais après, eh bien forcément, elle va se dire c'est ça que je veux. Et la vraie question que j'aimerais apporter à ces personnes, c'est est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, ou est-ce que vous croyez vouloir ça parce que dans votre imaginaire, vous pensez que c'est ça qu'il faut avoir? Est-ce que ça correspond vraiment à vos besoins? Tu vois, pour revenir à ce que je disais avant. Et pour revenir à cette période de fusion, elle n'est ni bien ni mal. En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça dépend déjà de la personnalité de la personne, mais aussi de ses besoins à l'instant T. Par exemple, alors c'est un peu cliché, mais je pense qu'on va se reconnaître. Quand on était adolescent, peut-être qu'on avait un peu ce côté tout feu, tout flamme d'une relation quand on avait 20 ans, qu'après, quand on a 30, 40 ans, 50 ans, on est peut-être dans une autre dimension, dans d'autres attentes, et on l'a peut-être moins. Parce qu'il y a aussi l'évolution. Il y a aussi des phases de la vie. Des fois, on rencontre des personnes où on est un peu fatigué à ce moment-là, on est peut-être du coup moins enthousiaste dans cette relation, et pour autant, on s'attache aussi autrement. Donc ça dépend de plein de choses. Elle n'est pas négative en soi, il y a eu pas mal de recherches à ce sujet qui sont vraiment très intéressantes et pertinentes, et qui démontrent que c'est assez nécessaire de faire au départ 1 plus 1 égale 1. On en parle de 3 phases. 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire toi et moi, on ne fait plus qu'un. On dit nous pour tout. Il y a beaucoup de sketchs à ce sujet qui sont rigolos, mais pourquoi pas? C'est intéressant aussi. Mais la relation ne peut pas perdurer à cette phase-là. Après, elle va passer du 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire que je te découvre toi en tant qu'autre différent. C'est là où on commence finalement à se rendre compte que l'autre a aussi des défauts qui nous cassent un peu les pieds, et que c'est pas forcément évident au quotidien, et que les petites choses qu'on aimait bien deviennent un peu lourdes au quotidien. Et c'est dans cette phase où on voit si le couple s'arrête ou si le couple continue. Mais le couple ne peut pas être épanoui à cette phase. Il s'épanouit dans la troisième phase, quand 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire, je te reconnais toi, je me reconnais moi, et nous formons un nous. Ces trois entités, si on arrive à les conjuguer ensemble, ça épanouit le couple. C'est-à-dire, je ne m'oublie pas en toi, je sais que je suis différente de toi, je sais que tu es différent de moi, mais nous arrivons à mettre nos similitudes et nos différences ensemble pour continuer ensemble. Donc la première phase de la fusion, qu'on la passe ou qu'on la passe pas, finalement, c'est pas ça l'essentiel. Après, il y a peut-être des personnes qui disent mais moi j'ai besoin de ça, et il y a des personnes qui sont en quête de ça parce que souvent, en fait, elles ont été bloquées à l'étape 2 sans connaître l'étape 3. Donc comme elles ne connaissent que l'étape 2 qui est l'étape la plus désagréable, eh ben, elles se disent que forcément, il faut que le couple ne fonctionne pas et qu'il faut qu'elles retrouvent cette étape 1, et du coup, elles vont chercher ça ailleurs dans une autre relation et ainsi de suite, et elles ne comprennent pas pourquoi ça fonctionne pas. Mais c'est parce que finalement, eh bien, il y a un blocage, et là, il faut aller voir d'où il vient. Il y a plein de raisons qui font qu'elles n'arrivent pas à passer à l'étape 3. Justement, ça me fait penser à ce que tu dis dans ton livre quand tu parles du côté caméléon, du fait que chaque couple finalement a besoin de créer ses propres normes. Il y a un exemple que tu as donné qui m'a énormément touchée. C'était un couple qui vivait ensemble depuis des années, donc par an. Et à un moment donné, apparemment, ça devient compliqué d'habiter ensemble parce que
trop de bruit, trop de voilà et que bref, au final, ils habitent chacun un en dessous ou un à côté de l'autre et ça a choqué beaucoup de monde. Moi, je trouve ça incroyable parce qu'ils s'aiment assez fort pour réinventer leur couple. Et tu vois, c'est là où je te disais, il y a un piège, c'est-à-dire qu'en fait, on a normalisé le couple. Déjà, on a dans la tête de beaucoup de personnes, c'est un couple hétérosexuel avec du coup 2 enfants, si possible un garçon, une fille. Donc, tu vois, donc on a vraiment normalisé le truc. Alors, on ouvre de plus en plus parce que je pense que la communauté LGBT fait bouger les choses et heureusement, et encore, on en est loin, hein, je pense, de l'acceptation des différences. Mais du coup, moi, j'ai envie d'aller encore plus loin et se dire, mais d'où il faudrait vivre ensemble, dormir dans le même lit, forcément avoir des enfants, toutes ces choses-là qui font, mais est-ce que, enfin, pourquoi on est quand même des milliards sur cette planète, sans même parler de neuroatypie, comment en fait on peut dire que toutes les personnes ont les mêmes besoins dans leur vie conjugale? C'est un non-sens. Alors après, bon, tout le monde n'a pas la possibilité, effectivement, d'un point de vue financier et logistique, d'avoir des logements différents. Là, je trouvais que cet exemple dans le couple, c'est parce que, en fait, ils ont acheté une sorte de maison qu'ils ont coupée en 2 au niveau étage, je me rappelle. Après, ils pouvaient pas faire, par exemple, 2 cuisines différentes, mais il y avait, voilà, il y avait des ajustements qui faisaient que c'était possible et qu'ils allaient chez l'un et l'autre comme ça aussi facilement. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais le fait qu'ils aient eu l'idée, je trouve que ça ouvre des perspectives, en fait. De se dire, mais ben oui. Et en fait, les personnes culpabilisent. Et alors, c'est toujours intéressant parce que c'est comme la normalité sexuelle. En fait, personne n'est dans votre lit pour savoir si vous faites ce que vous faites est normal ou pas normal. En fait, si ça vous convient à vous, j'ai envie de dire, s'il y a consentement de toutes parts, en fait, personne n'est là pour vous dire ah non, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Bon, c'est la même chose pour notre vie conjugale en fait. La manière dont on décide de vivre notre couple, il n'y a pas de norme en soi. Si ça convient aux personnes, c'est très bien. Et j'ouvre encore le fait que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de neuroatypiques dans le polyamour. On en parle encore peu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est comme la sexualité, c'est comme le fait aussi de ne pas vouloir d'enfants. Il y a plein de choses comme ça qu'on pense à un petit peu des dérives, des problématiques. Mais en fait, ça devient une problématique seulement si c'est pas dans le consentement de la personne. Et les gens se ferment. Ils se ferment des portes parce que ils sont dans un cadre vraiment normé. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir en fait aux besoins, des besoins qui vont donc évoluer. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est comment je fais coïncider mes besoins avec tes besoins. Et c'est ce que je disais précédemment, si on a des valeurs communes et qu'on a envie d'investir son couple, eh bien forcément, il y aura certains besoins qu'on va mettre de côté et qu'on va peut-être trouver d'autres solutions pour les apaiser ailleurs. Là, je parle pas d'infidélité, hein. Je parle parce que attention de ne pas me faire dire ce que je dis pas. Mais c'est vraiment de se dire, par exemple, si on a une valeur famille forte et qu'on a une valeur liberté également, certaines personnes pensent qu'elles ne sont pas compatibles, à tort ou à raison. Ça dépend des gens. Se dire, oui, c'est vrai qu'avoir des enfants, on n'a pas la même liberté d'action du jour au lendemain parce que ça demande une organisation, une logistique. Puis les besoins des enfants vont primer d'une certaine manière aussi sur certaines choses de la vie. Hein. C'est genre, moi j'ai pas envie de manger, oui, mais eux ils ont faim. S'ils sont jeunes, il va bien falloir les nourrir. Voilà, c'est des exemples comme ça. Pour autant, du coup, comment je peux combler moi ma valeur liberté tout en ayant une famille, par exemple? Tu vois? C'est des choses comme ça qu'il faut réfléchir. Et je crois que les couples qui vraiment réfléchissent ainsi et qui arrivent à communiquer ensemble durent vraiment dans le temps. Ils trouvent toujours des solutions. Et quand je dis des solutions, oui, c'est pas parfois des solutions idéales. C'est pas des solutions parfaites. Ça va demander des fois des concessions, ça va générer des frustrations, ça va demander de mettre des plans plutôt à long terme et d'être patient. Mais ça, c'est la vie. Et il est évident que choisir de vivre, en tout cas de créer un couple, eh bien, va mettre en mal certaines libertés. Et tout le monde n'en est pas capable. Et ça aussi, c'est intéressant de creuser. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que de toute façon, c'est ça le bonheur, qu'on ne peut pas être célibataire, qu'il faut absolument trouver quelqu'un et fonder une famille. Mais en réalité, tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout le monde ne trouvera pas son bonheur là-dedans. Et la pression de la société n'aide pas. Encore moins quand on est une femme. Merci de faire ce petit rappel qu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses.
Tu as parlé un peu d'intimité côté sexualité, justement. Quel impact peut avoir la haute sensibilité dans dans nos relations sexuelles? Là encore, il y a pas de normes en matière de sexualité, hein, comme je le disais. Pour la haute sensibilité, donc l'hypersensibilité, on va parler des hyperesthésies, donc de nos 5 sens. Je pense que beaucoup de personnes, quand ils savent qu'ils sont hautement sensibles, ils pensent souvent à leur, grande hyperémotivité. Mais ils oublient vraiment tout le pan de l'hyperesthésie. C'est-à-dire avoir un ou plusieurs sens qui est vraiment très, très fort, qui va impacter leur quotidien. Au point où ça peut générer certaines problématiques comme, des maux de tête, parce que les odeurs sont trop fortes, parce que le bruit est trop fort. Voilà, ça peut générer aussi, même des problématiques de santé, physique ou psychique. Et le fait de ne pas connaître ces hyperesthésies peut être problématique dans la relation sexuelle. Parce qu'il y en a qui vont être plus ou moins sensibles à, eh bien, au toucher, mais à certaines odeurs corporelles. Et des fois, on peut en rire, sauf que ça peut être vraiment très mal vécu. Et comment exprimer à l'autre, par exemple, qu'il y a une odeur qui nous dérange parce que, bah, ça peut être effectivement, on n'a pas envie de lui faire de la peine et puis on se dit: «Bon, bah, c'est comme ça», mais du coup, ça peut impacter, en fait, sa libido, si ça nous gêne. Mais il y a d'autres choses. Ça peut être effectivement, eh bien, certaines voilà, comme je disais, certaines sensations physiques, visuellement, le fait peut-être d'être dans une pièce, je pense aux personnes qui ont une grande hyperesthésie, visuelle, si c'est pas assez minimaliste, si c'est trop chargé, on peut avoir cette sensation de pesanteur et donc du coup de pas être totalement à l'aise, pour s'abandonner, en fait, à l'acte sexuel. Ça peut être, au niveau, voilà, des bruits, ça peut être, au niveau, bah, voilà, voilà, au niveau aussi du goût, voilà, par exemple, j'avais, un exemple d'un couple comme ça où, il y en a un qui avait un gel douche qui avait un goût particulier et quand ça touchait les lèvres, bah, il le ressentait, ça piquait, c'était pas agréable et en fait, il faisait pas forcément le lien que du coup, ça générait des tensions. Au final, ils avaient juste envie que ça se finisse vite et il suffisait juste, en fait, de faire des liens et de changer de gel douche, tu vois? Mais c'est des choses comme ça où les gens oublient de faire des liens parce qu'encore une fois, ils vont s'obliger à se dire: «De toute façon, j'ai pas le choix, faut que je le fasse, c'est comme ci, c'est comme ça fait partie d'eux» et ils essayent pas de trouver des solutions. Et puis il y a aussi, eh ben, mine de rien, quand on est hypersensible, sur le pan de l'hyperémotivité, ça peut être compliqué d'être présent et d'avoir envie et d'avoir une libido lorsque on se sent émotionnellement écrasé par toutes les émotions, par toute la charge émotionnelle, mentale de la journée et on a besoin de vider son sac avant d'être disponible pour autre chose. Et ça, c'est pas toujours entendu dans le couple. Et quand je dis ça, souvent on a la sensation que c'est plutôt les femmes, mais on oublie que malheureusement les hommes hypersensibles ont tendance dans sa société, par sexisme, à s'oublier et à mettre ça vraiment de côté. Et j'ai pu parler avec une sexologue il y a pas si longtemps qui m'expliquait ça très, très bien, c'était très intéressant, qui justement, accompagnait un homme qui disait qu'il était impuissant, qu'il n'arrivait pas, et que c'était compliqué. Et en réalité, c'est parce qu'il était tellement focalisé à brider son hypersensibilité, qu'il s'était déconnecté de toutes ses sensations, de toutes ses envies. Et que du coup, tu vois, c'est vrai que finalement la sexualité, pour s'épanouir pleinement, ça demande quand même, de s'ouvrir à soi, de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à ses sensations, en fait. Et certaines personnes, eh bien, il y a un vrai blocage. Et quand on travaille sur la sphère de l'hypersensibilité, on peut ouvrir à tout ça. Et je trouve ça vraiment fascinant. J'aime bien dire que le moindre détail peut soit décupler le plaisir, soit complètement l'annuler. Pour moi, tout a son importance. Oui, oui. Alors, j'ai une dernière petite question, sur le sujet, je remarque souvent que, les personnes hautement sensibles se posent beaucoup de questions, mais par exemple, par rapport à leur couple, elles peuvent passer de «je suis totalement amoureuse» ou amoureux à, «En fait non, c'est pas lui, je le rejette», et ça peut venir du cycle menstruel, de leur état de fatigue, du cycle masculin s'ils sont dans un cycle, de plein de choses et je sais jamais comment je peux les aider à calmer ces questionnements. Si elles se connaissent bien, alors elles savent qu'il y a des fois, il y a des phases de doute, qu'il y a des phases où elles n'ont pas envie d'être sollicitées et qu'il y a des phases aussi de solitude qui sont très, c'est des besoins presque physiologiques. Je crois que les personnes hautement sensibles oublient aussi, elles ont besoin de se retrouver aussi elles-mêmes, juste avec elles-mêmes,
pour répondre à ce besoin d'introspection qui est très fort. Et quand on vit avec l'autre, on peut se sentir un peu comme... c'est comme si en permanence on était sollicité, qu'en permanence il y avait l'autre, et ça peut générer de l'agacement même. Coucou, ça va? Et de suite on peut être sur la défensive en disant mais oui, bien sûr que ça va. Mais parce qu'en fait, c'est vrai que c'est comme un petit animal qu'il faut apprivoiser avec douceur et qui a besoin parfois en fait de ne plus du tout être sollicité. Et c'est pour ça que je dis le fait de savoir qu'on a ce besoin, ça permet de l'exprimer à l'autre et de dire bah là je suis vraiment dans une phase où en fait j'aimerais être toute seule tout le temps ou tout seul tout le temps. Et ça, c'est pas toujours accepté. Et pourquoi c'est pas accepté? Alors déjà, c'est peut-être parce que l'autre le prend pour lui, alors que ou pour elle, et ça n'a rien à voir. Mais aussi parce qu'on a cet idéal de couple où non, on doit tout faire ensemble, ça fonctionne pas comme ça. Alors qu'en réalité, peut-être que si on répondait justement à ce besoin qui est vraiment, mais même viscéral, eh bien, il y aurait moins ce questionnement de se dire mais je ne l'aime plus, c'est fini. C'est peut-être pas en lien. C'est peut-être que là, on ne répond pas à certains besoins primaires de la personne en fait hautement sensible. Elle a peut-être besoin d'autre chose. Peut-être que ça les touche. Ça ne veut pas dire en fait que l'autre est le problème. Ça veut dire qu'elle ne répond pas juste à un besoin. Ouais, moi, je m'interrogerais si la personne a ça régulièrement, est-ce que c'est réellement des phases ou est-ce que, à contrario, elle se force pas à être dans cette relation et il y a juste des fois où elle ne peut plus se forcer. Tu vois, on peut aussi prendre en fait la problématique à l'envers. Peut-être qu'en fait, en temps normal, elle s'adapte et se suradapte. Et juste parfois, en fait, elle ne peut plus autant s'adapter et ça pète un peu. Donc, on peut aussi s'interroger là-dessus. Ouais, j'avais pas pensé à prendre le problème dans l'autre sens. Et pour terminer, as-tu une phrase clé qui pourrait résonner chez nos auditeurs sensibles et amoureux? N'ayez pas peur d'être vous-même. Il y aura toujours quelqu'un qui vous aimera pour qui vous êtes. Merci, je suis hyper contente de tout ce que tu nous as partagé. J'ai la sensation qu'il y a des personnes qui vont l'écouter, mais moi, personnellement, je vais avoir envie de le partager à mon compagnon, tu vois. Donc, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour en savoir un peu plus sur toi et te suivre? Essentiellement sur les réseaux sociaux, je suis un petit peu partout, plus sur Instagram et maintenant je me mets un petit peu sur TikTok, donc au nom Élodie Crépel et puis sinon sur mon site elodiecrépel.com tout simplement. Je partagerai tout ça dans la description de l'épisode. Merci beaucoup. Avec plaisir. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter, vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.